Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise, député de la première circonscription du Nord et candidat à votre réélection aux élections législatives. Nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes pour un entretien en partenariat avec la presse régionale qui est représentée aujourd'hui par le journal Ouest France avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour. Adrien Quatennens, on va commencer par une réaction sur la nouvelle qui est tombée hier et ce journaliste français qui a été tué en Ukraine, Frédéric Leclérimov, 32 ans, il travaillait pour BFM TV, il a été touché par un éclat d'obus dans l'est du pays alors qu'il suivait un convoi humanitaire. C'est la France, la liberté de la presse qui sont touchés au cœur avec ce décès. Évidemment. J'adresse toutes mes condoléances aux proches, à la famille de Frédéric Leclérimov, à la rédaction de vos confrères de BFM TV, à tous les journalistes. C'est la guerre dans toute sa cruauté qui touche en plus la profession de journaliste. Et je forme le vœu que toutes les circonstances de la mort de Frédéric Leclérimov soient éclaircies et puis surtout que les responsables de ces crimes paient. Voilà, parce que là on voit très bien de quoi il s'agit désormais en Ukraine. Quand on bombarde des civils, qu'on s'attaque à des journalistes, quand on bombarde des maternités comme on l'a vu il y a quelques mois, on est dans des crimes de guerre. Et donc cela doit être sanctionné durement. Le parquet national antiterroriste va ouvrir une enquête pour crime de guerre sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment permettre de connaître toutes les circonstances? Est-ce que ce type de démarche est utile? Je crois que c'est la 6e enquête de cette nature ouverte en Ukraine. Je le souhaite et il faut que ces enquêtes aillent au bout et que les responsables paient, je l'ai dit. Autre question sur l'Ukraine, Adrien Quatennens, puisque les 27 pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord hier sur de nouvelles sanctions contre la Russie, avec notamment un embargo à 90% sur le pétrole russe. Ce sont des mesures suffisantes, des sanctions suffisantes selon vous ? Incontestablement, il faut prendre des mesures. Il faut accroître la pression sur Vladimir Poutine. Cette guerre dure. Vladimir Poutine a depuis des mois fait le choix de la guerre. Il a envahi le voisin. Il ne respecte aucun des éléments du droit international. Donc il faut accroître les sanctions. Alors après, il faut regarder de plus près quel type de sanctions et quelles conséquences. Nous ne cessons de dire depuis le début que ce qu'il faut faire, c'est taper durement au portefeuille les oligarques autour de Vladimir Poutine pour en quelque sorte l'isoler et faire en sorte que son pouvoir ne tienne plus. Que des gens qui aujourd'hui ont intérêt à être à ses côtés finissent par se dire mais qu'avons-nous comme intérêt à suivre ce personnage qui fait le choix de la guerre? Parce que ça a été fait, pas suffisamment. Non, ça n'a pas été fait suffisamment. Rien qu'en France, si vous regardez dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, vous faites le tour des unions départementales syndicales, on va vous montrer les endroits où se trouvent les grandes propriétés qui n'ont toujours pas été saisies, les yachts qui ne l'ont toujours pas été non plus. Parce que la difficulté avec les sanctions économiques tous azimuts, c'est que, il ne faudrait pas solidifier le peuple russe avec le dirigeant qui choisit la guerre, nous n'y avons pas intérêt. De la même manière, j'ai vu comme vous que les Chinois apportent en quelque sorte leur soutien en disant tous les secteurs économiques qui vont être sanctionnés, eh bien nous investirons dedans. A-t-on intérêt, nous autres, à un bloc sino-russe qui se constituerait? Je ne le crois pas. En revanche, on ne peut pas rester, c'est clair, à faire de l'incantation. Donc il faut des sanctions dures. L'une des difficultés qu'on a, par exemple, c'est que l'essentiel du patrimoine des oligarques russes, l'essentiel de leur argent se trouve dans les paradis fiscaux européens. Paradis fiscaux qui d'ailleurs ont été retirés par le concours d'Emmanuel Macron de la liste des paradis fiscaux européens. Voilà autant de mesures qu'il s'agirait de prendre pour les sanctionner véritablement. À côté de cela, il nous faut des initiatives diplomatiques. Par exemple, une conférence internationale comme l'a proposé Jean-Luc Mélenchon. Parce que, comme beaucoup de responsables politiques d'ailleurs l'ont dit, entre la diplomatie, mais il faut activer la diplomatie et la guerre totale, il n'y a pas d'alternative. Donc il faut choisir la diplomatie. En revanche, on ne peut pas rester les bras ballants face à ce qu'est en train de faire Vladimir Poutine. Mais si je vous comprends bien, choisir délibérément de se passer de l'essentiel du pétrole russe d'ici la fin de l'année, au niveau de l'Union européenne, c'est pas un bon choix. En tout cas, il nous faut des alternatives incontestablement. Et on pourrait en trouver quelques-unes. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon a proposé ceci. Vous avez, de l'autre côté de la Méditerranée, nos amis des pays du Maghreb qui sont, eux, hyper dépendants de l'importation de blé, notamment du blé ukrainien. On pourrait imaginer... Un moratoire sur les prix. On pourrait imaginer en discuter avec eux, leur garantir, nous, l'accès à un blé à des prix qui ne soient pas spéculatifs et en contrepartie leur demander, par exemple, un accès au pétrole dont ils disposent à un prix qui soit supportable par la population française. Voilà quelques solutions que nous avons. En revanche, il ne faut jamais être naïf
sur les rapports de force géopolitiques qui se jouent, y compris derrière la question de l'énergie. Parce que quand vous avez certains qui se dépêchent de dire il faut l'embargo à tout prix sur le pétrole et le gaz russe, notamment les Américains qui nous y encouragent fortement. Pourquoi ? Parce qu'ils y ont eux-mêmes des intérêts. Vous savez que là-bas, ils ont le pétrole et le gaz de schiste et que le prix du baril a beaucoup augmenté. Donc, il faut absolument pas être naïf. Mais par contre, c'est clair, on ne peut pas rester les bras ballants devant ce type de situation que nous voyons en Ukraine. Adrien Quatennens, on va évoquer la polémique qui continue sur le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions samedi soir au Stade de France à Saint-Denis, avec un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui pointe la responsabilité des dizaines de milliers de supporters britanniques qui sont venus au stade sans billets ou avec des faux billets. Il parle d'une fraude massive, industrielle. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces explications qu'a donné le ministre hier ? Moi, je pointe d'abord la responsabilité du duo l'Allemand-Darmanin, dont on voit depuis des années maintenant qui sont incapables de gérer en région parisienne des grands événements, qu'il s'agisse d'événements sportifs comme ceux qu'on a vus au Stade de France, mais d'ailleurs c'est pas que le Stade de France, c'est aussi ce qu'on a vu à la fan zone à Nation, où là il n'y avait pas d'histoire de faux billets et tout le reste, avec des scènes absolument insupportables, mais il y a quelque temps, les manifestations revendicatives, vous vous souvenez des Gilets jaunes et de tous les débordements. Donc le couple l'Allemand-Darmanin est incapable de gérer la sûreté des événements et la tranquillité publique. Voilà. C'est toujours le chaos avec eux. Et donc, il y a des responsabilités politiques. Pour ce qui est de Monsieur l'Allemand, ça fait longtemps que nous disons qu'il n'est plus à la hauteur et que c'est bien la chaîne de commandement et la doctrine d'utilisation des forces de l'ordre qui est en cause. Et pour ce qui est de Monsieur Darmanin, il y a une élection bientôt, peut-être que les électeurs pourraient s'en occuper aussi. Parce que clairement, on a bien un problème au niveau de la chaîne de commandement. C'est d'abord ça qu'il faut dire sur les événements qui se sont déroulés. Et quand on voit que dans quelques temps, on va avoir la Coupe du Monde de rugby ou les JO, très franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Et c'est bien la hiérarchie qui est en cause dans ce qui s'est produit. Quand vous voyez la presse étrangère parler de stade de farce, et je veux dire, la France est humiliée dans cette affaire. Donc bien sûr qu'il y a des responsabilités politiques, il y a une commission d'enquête qui va s'ouvrir au Sénat, et je crois que ces responsabilités politiques, elles doivent être prises. Alors, vous pointez la responsabilité notamment de la stratégie policière. Gérald Darmanin pointe les supporters britanniques. Est-ce que vous condamnez aussi ces bandes de jeunes de Seine-Saint-Denis et d'ailleurs qui ont participé à ces violences avec des vols, des pillages ? Vous les condamnez ? Non, mais toutes les violences sont à condamner, c'est pas le problème. En revanche, il y a un objectif précis qui est donné à la police dans ce pays. C'est de garantir la tranquillité, le fait que les événements, y compris les grands événements, se tiennent dans la sûreté. Et du point de vue de la doctrine employée pour le maintien de l'ordre, nous avons un grave problème. Voilà. Il y a des endroits où, y compris face à des manifestations et y compris à des risques de débordement, on n'emploie pas ce genre de méthode et on arrive par un emploi d'une autre doctrine à faire en sorte que les événements soient contenus. Par ailleurs, il y a aussi un problème dans nos services de renseignement. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de moyens humains, notamment dans les services de renseignement. Quand vous voyez la quantité annoncée de faux billets qui auraient été vendus, pourquoi tout cela n'a pas été anticipé ? Ça aussi, c'est du renseignement et on a de graves carences aussi de ce côté-là. Alors vous pointez la police, les services de renseignement, mais quand même, on a vu ces images de bandes de jeunes qui agressent les supporters, qui volent. C'est quand même ce n'est pas supportable. C'est quand même un symptôme inquiétant du pays. Personne n'a agressé personne, mais en attendant, vous pouvez supporter que sur un événement comme celui-ci... il y a eu des agressions. Bien sûr. Oui. Oui, personne n'a agressé. Personne n'a à agresser personne. C'est entendu. Je veux dire, on peut peut-être faire l'économie de se dire ce genre de banalité. En revanche, ce qui se passe, c'est que visiblement, nous n'étions pas prêts à accueillir cet événement. Si nous n'y étions pas préparés, il fallait pas se porter candidat au fait que l'événement se tienne. Je veux dire, ça a un retentissement bien au-delà de nos frontières. Nous sommes la risée du monde là dans cet événement. On vous entend, mais vous ne reconnaissez aucune circonstance atténuante au pouvoir public en France. Le fait, par exemple, que cette compétition devait se tenir à Saint-Pétersbourg. Oui, bien sûr. Il n'y a eu que 3 mois pour la préparer. C'est quand même dans très, ce cas, très il fallait court. pas y être candidat. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que quand on n'est pas capable d'organiser des événements, et puis surtout, je le dis, il y a des précédents. Ça n'est pas la première fois que Monsieur Darmanin et Monsieur l'Allemand ratent leur mission qui est d'assurer la sûreté, la tranquillité publique, y compris, je le dis, quand il y a des manifestations revendicatives. Dans une manifestation revendicative, la police n'a pas à se vivre et à agir comme adversaire de la manifestation. Elle a à garantir le fait que la manifestation puisse se tenir. Et s'il y a des éléments, je vais dans votre sens, s'il y a des éléments qui viennent perturber, comme on l'a vu à l'occasion de certains 1er mai et tout le reste, mais c'est le rôle de la police de ne pas faire de confusion et de garantir à celles et ceux qui viennent pour revendiquer de pouvoir le faire sans craindre pour leur sécurité. Vous parlez de précédents, on sait que dans la culture du club de Liverpool, il y a aussi cette pratique
de l'utilisation de faux billets, de faux passes, de fausses accréditations. Il y a déjà eu des précédents. Vous évoquiez tout à l'heure les services de renseignement. Est-ce qu'un des problèmes de cette affaire, c'est pas que justement que les services de renseignement, que les renseignements n'étaient pas bons? Mais je l'ai dit. Est-ce qu'ils n'ont pas surévalué le nombre de faux billets, par exemple? Il y a certaines quand pratiques, on parle de 30 à 40 000 faux billets, il y a certaines pratiques comme celle... On est vraiment dans les bons chiffres, vous pensez? Il y a certaines pratiques comme celle des faux billets dont vous parlez, qui étaient à mon avis anticipables. Et donc, je l'ai dit, et je vais me répéter... Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que ça n'a pas été surévalué dans ce cas? Non, je crois qu'il y a eu une carence. Il y a vraiment 30 000 à 40 000 il y a eu une carence dans le renseignement qui a aussi expliqué la situation qu'on a connue ce soir-là. Adrien Quatennens, on va évoquer le pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français. Oui, urgence pour le gouvernement avec un projet de loi en faveur du pouvoir d'achat des Français qui sera présenté en Conseil des ministres le 29 juin prochain, avec un examen dans la foulée au Parlement. Plusieurs mesures qui notamment vont être prolongées, bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, triplement de la prime Macron, chèque alimentation, des hausses de certains minima. Est-ce que si jamais le gouvernement reste en place, les députés de la NUP voteront ce plan ? Je ne crois pas, nous allons faire d'autres propositions, mais comme les députés de la NUP... Vous ne le voterez pas? Écoutez, ce que je vois en tout cas, notre logique n'est pas la même. Disons les choses. D'abord, vous n'avez pas dit qu'il y a des augmentations de loyers de 10% qui sont prévues. Vous n'avez pas dit non plus qu'on prévoit aussi des augmentations de la facture énergétique avec un certain nombre de rattrapages. Mais pourquoi la logique est-elle différente? Le gouvernement n'a pas l'intention de prendre le problème à la racine. L'augmentation des prix que nous avons aujourd'hui, elle est le fait de spéculation et d'effets de marché, rien d'autre. Par exemple, sur le blé, on est en train de consommer les stocks de l'année dernière. Ça n'a donc strictement rien à voir avec la guerre en Ukraine. Ce sont des effets spéculatifs. Donc le gouvernement, lui, ne s'attaque pas du tout à cela. Ce qu'il veut faire, c'est par exemple vous distribuer des chèques, qui d'ailleurs, dont les montants sont toujours insuffisants parce que les Français sont pris à la gorge. Des chèques, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre de l'argent du trésor public, l'argent des contribuables, pour en quelque sorte garantir la rente privée. Ça n'est pas supportable. Nous, ce que nous voulons faire avec les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale et avec Jean-Luc Mélenchon, s'il est Premier ministre et si nous gouvernons, c'est ce que nous disons depuis des mois, un blocage des prix à la baisse, sur le même modèle d'ailleurs que cela est fait dans nos outre-mer, je pense à la Réunion, où le préfet a pouvoir de garantir, de contrôler 153 prix, et d'ailleurs on définit lesquels dans des conseils citoyens. Voilà, il y a une situation d'urgence sociale. Et on ne peut pas supporter que quand d'un côté les Français sont pris à la gorge, qu'on a le carburant à la pompe à plus de 2 €, que le cours du blé est à 450 € sur les marchés alors que c'est 150 d'habitude, que le prix des pâtes par exemple a augmenté de 44% en un an, on ne peut pas supporter que le gouvernement ne prenne pas des mesures à la hauteur, alors que dans le même temps, on apprend quoi? Que les dividendes des actionnaires du CAC 40 vont augmenter de 84% par rapport au chiffre de l'an dernier. Ça n'est pas supportable. Donc oui, il y a des mesures d'exception immédiates à prendre, et notamment le blocage des prix, à côté de quoi il y a la question de l'augmentation des salaires et tout le reste. La politique des petits chèques pris sur le trésor public pour garantir les rentes du secteur privé, ça n'est pas acceptable. Des petits chèques qui feront quand même entre 15 et 20 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat des Français. Donc ça, vous dites, vous ne le voterez pas. Ce n'est pas à l'État de garantir les rentes privées. Voilà, à un moment donné, il faut mettre fin aux mécanismes spéculatifs et dire ce n'est plus possible. Voilà. Et ça, un gouvernement peut le faire. Vous avez dit qu'il y aurait un rattrapage sur les prix, notamment au niveau de l'énergie, le bouclier tarifaire. Bruno Le Maire a dit l'inverse, me semble-t-il, qu'il n'y aurait pas de rattrapage sur la facture des Français en 2023. Mais, vous n'y croyez pas? Écoutez, non, je n'y crois pas. Parce qu'on reste dans le cadre d'un mécanisme de marché qui pose de graves problèmes sur la situation de l'énergie, par exemple. Que s'est-il passé? Vous voyez bien que petit à petit, on remet en cause toujours les tarifs réglementés. Et on passe à une dérégulation sous l'impulsion de la Commission européenne. Qu'aujourd'hui, par exemple, quand le prix du gaz augmente, alors le prix de l'électricité augmente simplement par effet d'indexation, sans qu'aucune réalité matérielle derrière n'explique cette augmentation de prix. Donc, si vous voulez, dans tous les sujets que nous abordons à cet instant, qu'il s'agisse du carburant, de l'énergie ou des produits alimentaires, des produits de première nécessité, pour l'essentiel, ce sont des effets de marché. C'est donc bien ces effets de marché qu'il faut casser. Et pour contrôler les prix, est-ce que renationaliser EDF serait une solution? Ah mais bien sûr, mais pas faire ce que propose Bruno Le Maire. Parce que expliquez-nous la différence entre votre proposition. En quelque sorte, ce qu'il propose de faire, c'est une ressucée du projet Hercule qui va consister à scinder EDF, à nationaliser la partie la plus coûteuse,
notamment l'entretien de nos centrales nucléaires, mais à privatiser tout ce qui va rapporter beaucoup, notamment les énergies renouvelables, les réseaux et tout le reste. Non, ce qu'il conviendrait de faire sur la situation de l'énergie, c'est un grand pôle public de l'énergie et de sortir de cette vision absurde et idéologique de la concurrence libre et non faussée voulue par la Commission européenne. Je veux dire, il y a des domaines dans lesquels on peut imaginer qu'il y ait de la concurrence sans que ça pose problème. Mais là, en l'espèce, tout de même, la France avait un opérateur énergétique où on maîtrisait tout d'un bout à l'autre, où ça fonctionnait. Et depuis que la Commission européenne, avec les gouvernements successifs complices, a souhaité l'ouverture à la concurrence, c'est le chaos. C'est le chaos complet. Et moi, je ne veux pas qu'on se retrouve dans des situations que connaissent certains pays européens. On est allé au bout de la dérégulation, où vous avez des consommateurs, des usagers particuliers qui ont les yeux rivés sur les cours de bourse pour savoir ce que va donner leur facture d'énergie. Ça n'est pas le modèle que l'on souhaite pour la France. Adrien Quatennens, une question sur la réforme des retraites, avec d'un côté le gouvernement qui prévoit une réforme de recul de l'âge de départ au moins jusqu'à 64 ans, et de l'autre Jean-Luc Mélenchon et la NUP qui souhaitent, eux, une réforme de la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation. Et selon le journal Les Échos, eh bien, cette réforme des retraites de Jean-Luc Mélenchon, elle pourrait coûter près de 100 milliards d'euros. Est-ce que vous confirmez ce chiffre et est-ce qu'elle est totalement financée, votre réforme ? Alors d'abord, c'est 71 milliards d'euros, la réforme. Elle a plusieurs piliers, la réforme. Il y a le droit de partir à 60 ans, le rétablissement du droit à la retraite à 60 ans. Il y a le fait de garantir qu'aucune pension de retraite, quelle qu'ait été votre carrière, ne se trouve sous le seuil de pauvreté. C'est 1063 euros aujourd'hui. J'insiste bien, quelle qu'ait été votre carrière, parce qu'Emmanuel Macron, lui, vous offre ça pour une carrière complète et avec 65 ans comme âge de départ à terme. Et de l'autre côté, c'est que pour une carrière complète, dans notre réforme, aucune retraite ne serait inférieure au SMIC, dont vous savez que nous voulons le revaloriser à 1500 euros. Il y en a pour 72 milliards. Moi, je veux mettre à l'aise tout le monde et expliquer pourquoi ce raisonnement est valable, pourquoi c'est juste de le faire. Un travailleur français aujourd'hui, en 2022, produit à lui seul 3 fois plus de richesses qu'un travailleur français d'il y a 50 ans, parce qu'il y a eu des gains de productivité, des bons technologiques et tout le reste. Est-ce que vous avez vu que les salaires ont augmenté de la même proportion ou que le temps de travail a diminué de la même proportion? Non. Donc, où vont les gains de productivité? Quand vous voyez par exemple que ces 10 dernières années, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70%, mais que les salaires, eux, n'ont progressé que de 10-12%, vous comprenez qu'en réalité, la question du financement des retraites, ce n'est qu'une question de partage de la richesse. Donc moi, je le dis très clairement, vous avez une ample majorité, je crois que c'est 71% des Français, dans un dernier sondage, qui souhaitent le rétablissement de la retraite à 60 ans. Ils ont raison et ils doivent savoir que si les 12 et 19 juin, ils votent pour des candidates et candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale et que nous sommes en majorité, nous gouvernerons et cette réforme de la retraite à 60 ans, je m'engage personnellement à ce qu'elle soit réalisée au plus vite. On va finir cette interview par la campagne des élections législatives avec un sondage Odoxa Mascaré pour les chaînes parlementaires et la presse régionale qui estime qu'il y aura 53% d'abstention au premier tour des législatives le 12 juin prochain, avec une abstention qui est encore plus forte chez les plus jeunes, plus de 60%, également chez les employés et les ouvriers, 59%. Justement, les jeunes, les employés, les ouvriers, ils composent une partie importante de votre électorat. Est-ce que vous ne craignez pas que vos électeurs soient démobilisés pour ces législatives? Écoutez, j'observe que depuis que nous avons fixé l'enjeu, c'est-à-dire rappeler que l'élection législative n'a pas vocation à donner une majorité au président de la République. Si c'était la vocation de l'élection, on pourrait l'annuler d'ailleurs. À ce moment-là, on donne une majorité au président élu, on n'en parle plus. Là, on est en train de redonner du sens à ces élections législatives, de dire elles vont fixer le cap politique des 5 prochaines années. Et c'est pas parce que M. Macron a gagné l'élection présidentielle à la faveur de son duel avec l'extrême droite que vous n'avez plus le droit à ce programme que beaucoup d'entre vous ont souhaité. Donc les 12 et 19 juin, c'est une élection extrêmement importante, c'est une élection pour la conquête du pouvoir, disons-le. Quand j'entends Mme Le Pen dire non, c'est normal que M. Macron ait sa majorité, je veux dire c'est insupportable. En réalité, c'est une élection pour la conquête du pouvoir. Donc avec la constitution de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est-à-dire un rassemblement très large sur un programme de rupture, nous créons les conditions pour toutes celles et ceux qui veulent que ça change véritablement, qu'on bloque les prix, qu'on augmente le SMIC, qu'on fasse la retraite à 60 ans, la planification écologique, nous leur disons, si vous votez, c'est possible. Et toutes les enquêtes d'opinion montrent que c'est à portée de main, à la condition, bien sûr,
qu'il y ait la mobilisation. Donc nous avons fait notre part du travail, nous sommes en campagne. Je dis aux électrices et aux électeurs, à vous de faire la vôtre et mesurer la portée historique de ce que nous sommes en train de faire. Si vous le décidez individuellement et vous avez une responsabilité individuelle le jour du vote, les 12 et 19, vous pouvez bâtir cette majorité, vous pouvez envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon et derrière Jean-Luc Mélenchon à Matignon, vous avez compris, c'est pas l'enjeu de sa personne, c'est l'enjeu d'un programme qu'on peut encore appliquer parce que dans la Constitution, le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. Voilà l'enjeu de l'élection législative. Alors François Hollande, l'ancien président de la République, dans cette campagne des législatives, eh bien il était sur le terrain en Corrèze pour soutenir une dissidente socialiste, Annick Tess, dissidente face à la candidate, face au candidat de la NUP. Vous êtes surpris par cette campagne de François Hollande contre l'Union des gauches? Surpris, non, mais je crois que ce que fait François Hollande n'a plus grand ni intérêt ni forte audience, vous voyez. Je pense que ça n'a pas une grande portée. Non, j'insiste bien sur le fait que la constitution de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale ravive l'espoir dans énormément d'endroits. Et que je suis assez surpris, positivement, de voir que partout où on se déplace, même si j'entends qu'il y a un enjeu de mobilisation, et il faut le rappeler, vous avez raison, mais globalement, moi qui ai connu la campagne des législatives précédentes, celle de 2017, je peux vous dire qu'à l'époque, on n'entendait pas des gens nous interpeller à propos du mois de juin, en parlant d'un troisième tour de la présidentielle. Là, disons que les mots d'ordre et les dates, déjà, sont assez connus. Donc, il y a une mobilisation qui me paraît plus forte. Maintenant, c'est clair que, vous l'avez dit, dans certains secteurs, notamment les employés, les ouvriers et les jeunes, qui votent massivement, notamment pour Jean-Luc Mélenchon et pour la nouvelle Union populaire, je leur dis, mobilisez-vous, parce que peut-être vous ne mesurez pas que ces élections législatives sont peut-être encore plus importante même vu la configuration politique que l'élection présidentielle et que tout cela est possible dans quelques jours. Si nous sommes majoritaires le 19 juin au soir, c'est dans les jours suivants que Jean-Luc Mélenchon est nommé Premier ministre et qu'on forme un gouvernement. Tout va bien aussi de la nouvelle alliance, la nouvelle Union populaire. Parlez-nous un peu de Fabien Roussel, qu'on voit pas beaucoup finalement. Écoutez, pour parler de Fabien Roussel, votre collègue du Nord. Pour parler de Fabien Roussel, vous me permettrez de vous suggérer de lui téléphoner et d'inviter sur ce plateau Fabien Roussel. Je vais dire les choses très franchement. Sur l'envergure de l'alliance historique que nous sommes en train de faire, dont j'insiste bien sur le fait qu'elle n'est pas un simple accord électoral. Si nous avions voulu faire simplement un accord électoral, c'eût été plus facile. Ce que nous avons fait là, c'est un accord programmatique. Je rappelle qu'on a un programme partagé de gouvernement que tout le monde peut aller retrouver, de 650 mesures, 8 chapitres, et que nous nous sommes accordés sur l'ensemble des circonscriptions du territoire. Donc c'est historique. Donc si vous voulez, sur un accord aussi massif, pointer éventuellement quelques difficultés, c'est extrêmement minoritaire. Fabien Roussel était minoritaire, mais c'est Fabien Roussel. Mais Fabien Roussel était présent lors de la première, le premier événement que nous avons tenu de fondation. Bah écoutez, il a peut-être de bonnes excuses, il a aussi une campagne à mener. Enfin voilà, interrogez-le lui. Vous n'allez pas être en mesure de me faire dire telle ou telle chose. Je veux dire, il y a un candidat dans sa circonscription de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est Fabien Roussel, et il n'y a pas de discussion là-dessus. Et on finira sur ces mots. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'avoir été notre invité politique aujourd'hui. Merci Stéphane, vous restez avec nous pour le Club des Territoires.